Sur ce plateau, Nico Faye, journaliste indépendant. Bonjour Nico Faye. Bonjour mon frère Adelain. Freddy Mwamba de la RTVS 1. Bonjour Freddy. Bonjour Adelain, et c'est un plaisir encore une fois de plus de renouer des plus belles avec nos téléspectateurs. Vraiment. Joël Cadet, Impact News. Merci cher confrère de m'inviter dans ces beaux cadres. J'ai vu, c'est somptueux. Hein? C'est très somptueux. Merci beaucoup. Je retiens mon souffle. Merci. Je vais commenter dans le couloir. Merci. Et nous allons également recevoir Divin Patrick qui va nous rejoindre dans quelques instants. L'actualité reste dominée notamment par les 100 jours du gouvernement Tchibala et également par les conclusions du 37e sommet de la SADC tenu à Pretoria, au cours duquel la RDC a été représentée par le Premier ministre Bruno Tchibala. Alors, au terme de ce sommet, Bruno Tchibala, naturellement, est rentré au pays et il a fait, devant la presse, un bilan sommaire de sa gestion des 100 jours. La crise est derrière nous, le processus électoral est en cours. Le gouvernement, le CNSA et la CENI vont se retrouver afin de faire une évaluation de l'accord dans les jours qui viennent. Sécurité, la situation est sous contrôle et sociale. En ce qui concerne le social, qui était donc sa troisième mission, le gouvernement, dit-il, s'attelle à améliorer, en tout cas, à stabiliser les conditions des populations et notamment des fonctionnaires. Alors, Joël Cadet, comment avez-vous apprécié ce bilan du gouvernement Tchibala 100 jours après sa prise de fonction? Merci très cher confrère, je n'aimerais pas parler, je ne voudrais pas, si je savais que c'était ce sujet, je ne me serais pas dérangé pour venir sur votre plateau, pour la simple et bonne raison que les gens n'aiment pas qu'on les conseille. Mais je suis déjà obligé. Les 100 jours de Bruno Tchibala viennent ainsi confirmer que Bruno Tchibala n'est qu'une étiquette, n'est qu'un paravent, et que le pouvoir continue à être dans les mains du président de la République, Joseph Kabila. Pas peut-être dans ses propres mains, mais dans les 3-4 personnes tout autour du chef de l'État qui décident à sa place. Mais comme nous sommes déjà dans un régime où l'impunité est consacrée, érigée à mode de gestion, voilà ce que nous pouvons dire. Les 100 jours de Bruno Tchibala, c'est pendant cette période où la crise dans le Kassai a exacerbé. La crise dans le Kassai a exacerbé avec plusieurs découvertes de fausses communes. Et dans son chef, il n'y a jamais eu un seul mot. Non, il y a quand même une stabilisation de la situation au Kassai. Non, j'ai dit pendant ces 100 jours, je suis en train de décrire ce qui s'est passé pendant ces 100 jours. Vous m'avez surpris, laissez que mon esprit réfléchisse brutalement et sur place sur ce qui s'est passé. Et c'est pendant les 100 jours de Bruno Tchibala où moi j'ai perdu ma mère. Et il n'y a jamais eu un message de compassion, un message de condoléances de la part de Bruno Tchibala, ni vis-à-vis des victimes de ces massacres, de ces génocides qui s'est déroulé dans le Kassai. Vous avez vu les Nations Unies dépêcher leurs gens pour aller constater. Mais dans le chef de Bruno Tchibala, son problème, c'était améliorer sa propre situation personnelle. Et ça s'est amélioré. Il y a une mission gouvernementale qui a séjourné au Kassai pendant cette période et qui a quand même certainement, c'est pour vous dire que voilà le véritable chef du gouvernement. C'est entre autres Chadari, c'est entre autres l'autre vice-premier ministre chargé des affaires étrangères, pendant que c'est lui qui sert d'étiquette, et cela nous le confirmons aujourd'hui, au regard de toute son action, où vous ne le sentez pas, chef. La gestion de Bruno Tchibala, c'est ces contradictions entre le Premier ministre et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, où il peut suspendre et le Premier ministre réhabiliter. Les 100 jours de Bruno Tchibala, c'est pendant cette période où il y a plus de 200 personnes qui sont mortes il y a 3 jours dans les éboulements dans la province de l'Ituri. Aucun message de condoléances, aucune compassion pour la population se trouvant dans l'Ituri. Ni du gouvernement de la République, ni du Parlement, ni de la présidence. Comparativement à ça, vous avez 12 personnes qui ont été tuées en Espagne.
Le monde entier tremble. Même vos télévisions est en train de couvrir, de reprendre ce qui se passe là-bas chaque minute dans votre page internationale. Mais localement ici, pas même les médias. Vous êtes arrivé au bout de vos 3 minutes? Au bout de mes 3 minutes, j'y suis déjà. Mais je ne saurais pas parler de 100 jours au bout de 3 minutes. Donc c'est justement pour vous dire ceci. Le gouvernement Tchibala, c'est pendant cette période que le taux d'inflation a atteint 40%. C'est pendant cette période que le prix des denrées alimentaires a connu une hausse vertigineuse sur le marché des biens et des services. C'est pendant cette période où les Congolais ne savent plus tenir. Bien sûr qu'il est héritier d'un bilan aussi macabre, d'un bilan de détournement, comme quelqu'un l'a dit ici, j'ai suivi, je crois, c'est Moudjahidine qui l'a dit sur une chaîne, j'étais en train de le suivre hier ou avant-hier, où il a dit que c'est Matata qui continue à gérer en ayant placé dans toutes les régies financières à la Banque centrale du Congo. Ça, au moins, je l'ai suivi hier ou avant-hier, j'étais quelque part, et je reconnais que il est un paravent. Matata continue à gérer les finances, la présidence continue à gérer les dimensions sécuritaires et souveraines de la nation congolaise, et qu'il n'est là que pour améliorer sa situation, et je lui souhaite toutes les bonnes chances, comme on m'a appris qu'il venait de s'acheter la villa qui appartenait à Jibin Piana. Nécessaire félicitations. Oui, ça, il faut encore le prouver. Alors, Divin Patrick qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour d'abord. Bonjour Adelin. Alors, quel bilan faites-vous des 100 jours de Bruno Tchibala à la tête du gouvernement? Le bilan des 100 jours de Bruno Tchibala comme chef du gouvernement, Premier ministre, il convient ici de rappeler que le gouvernement Bruno Tchibala, c'était un gouvernement d'émission. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un contexte particulier tel que, arrivé à la fin de l'année 2016, la constitution de la République démocratique du Congo se retrouve en souffrance, si bien que les élections prévues n'ont pas été organisées. Et nous entrons dans un cycle qui invite tous les acteurs politiques autour d'une table pour qu'au-delà du prescrit constitutionnel, la classe politique puisse se décider ensemble de comment le temps qui reste va se gérer jusqu'à ce que nous allons atterrir dans l'organisation de nouvelles élections. Et donc, c'est dans ce contexte-là que la classe politique s'est réunie. Tout a commencé à la cité de l'OIA où un dialogue s'est tenu, et un autre dialogue va se tenir sous les auspices de la CENCO, et à la faveur du dialogue de la CENCO, nous avons un gouvernement qui est chapeauté par Bruno Tchibala avec des missions précises. La principale de ces missions, c'est organiser les élections. Si moi je veux parler du bilan au jour d'aujourd'hui, je veux plus me focaliser au-delà des aspects sociaux, des aspects économiques déjà développés avec dextérité et doigté ici. Priorités, les élections, oui, le social et la sécurité. Le social et la sécurité. Voilà, donc le social, déjà on ne peut pas en parler. Mon co-débatteur a fait un exposé élogieux ici. La sécurité, on ne peut pas en parler. Vous connaissez vous-même ce que nous sommes en train de vivre dans la ville aujourd'hui. Bon, la situation est contrôle pour ceux qui disent, sous contrôle, pour ceux qui disent qu'elle est sous contrôle. Mais c'est là, saute aux yeux de tout le monde. On sait voir ce qui se passe dans la ville et généralement dans le pays. Mais je voulais plus me focaliser sur l'aspect élection, qui est la mission principale du gouvernement Bruno Tchibala. Nous avons tous entendu, nous sommes tous au courant de la guerre qu'il y a aujourd'hui entre la CENI comme pouvoir organisateur des élections dans le pays et le gouvernement ainsi que les différents acteurs politiques. Et la CENI est allée même jusqu'à dire que l'organisation des élections ne sera pas possible en cette année. Alors qu'il y a un accord au-delà de la Constitution qui a vraiment été déjà violé, je le dis avec peine dans le cœur, au-delà de la Constitution, il y a l'accord qui détermine dans quelles conditions les élections doivent être organisées. Oui. Et cet accord, c'est le fruit des cogitations de toute la classe politique de notre pays. Donc, maintenant qu'on se retrouve devant une réalité telle que les élections ne vont pas être organisées, et il y a même certains membres du gouvernement qui relaient cet aspect des choses,
qui relaie cet avis émis par les élections ne vont pas être organisées. Oui, parce que la CENI dépend du gouvernement sur le plan oui, la CENI dépend du gouvernement, mais le gouvernement a été mis en place justement. C'est de ça que nous sommes en train de parler parce que nous parlons du bilan. C'est sur ce point-là qu'on va dire, au-delà des aspects sociaux, au-delà des aspects sécuritaires, que le bilan du gouvernement, les 100 jours du gouvernement Tchibala laisse à désirer. Ça laisse à désirer parce que l'espoir tant attendu de voir les élections s'éteindre dans ce pays, au-delà du délai constitutionnel qui a été violé, nous avons un autre délai consensuel. Toute la classe politique s'est réunie. Ce délai, au jour d'aujourd'hui, se trouve encore en souffrance. On ne peut pas parler du bilan. Je suis gêné de me retrouver sur ce plateau en train de parler du bilan d'un gouvernement dont l'échec patent est visible aux yeux de tout le monde. Merci, Divin Patrick. Alors, quelle chance alors donner à Bruno Tchibala pour s'en sortir, pour rattraper le temps perdu, Freddy Mwamba? Quelle chance a donné au gouvernement Bruno Tchibala pour rattraper les temps perdus? Moi, je pense qu'il n'y a pas de temps. Il faut qu'il s'attelle à pouvoir plus racheter les temps parce qu'il n'y a pas de temps à revendre s'il faut s'en tenir, n'est-ce pas, au délai qui a été accordé par l'accord de la Saint-Sylvestre en rapport avec l'organisation des élections. Je pense que nous sommes en train d'analyser en fait les 100 jours du gouvernement Tchibala. Je me dis que l'atteinte des objectifs en fait demeure la jauge à l'aune de laquelle on mesure la capacité d'un gouvernement, la compétence même d'un gouvernement. Et ici, il s'agit de se poser une question fondamentale, laquelle celle de savoir est-ce qu'il s'agit d'un assez bon début pour mettre le pied à l'étrier? Est-ce que c'est un bon début pour le gouvernement Tchibala? J'aimerais d'abord m'attaquer au point essentiel, à un point très sensible, délicat, qui est celui du social de la population. Parlant du social de la population, le gouvernement Tchibala est attendu surtout au niveau des ajustements des salaires des agents. On a parlé du taux de 1425 qui n'est pas encore appliqué jusqu'ici. Pourquoi je reviens sur ça? Parce que s'il peut considérer qu'il y a eu des progrès qui ont été accomplis, moi je pense qu'il n'en demeure pas moins qu'il y ait plusieurs défis à relever. Et à en être conscient serait encore une fois de plus important pour ces gouvernails de Bruno Tchibala. Les syndicalistes disent qu'ils veulent avoir les salaires que le gouvernement Tchibala a promis sur base des ajustements faits au niveau du Parlement, la loi budgétaire. Donc, 1425 francs 52, 1452 francs congolais. 1452 francs congolais, qui n'a pas encore jusqu'ici. Nous avons le problème de la stabilité du cadre macroéconomique. Avec le dollar, aujourd'hui le dollar est à 155. Quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour qu'on arrive à 155? Je pense que les solutions qui ont été prises sont des solutions qui sont au fait des solutions à court terme. À court terme, parce que le problème que nous avons, la difficulté sempiternelle que nous avons dans ces pays, c'est celle de la production. Il faut produire. Lorsque vous produisez, au moins à ce moment-là, on peut dire que nous sommes en plein dans la croissance économique. On peut même parler de la croissance économique à ce moment-là. Parce qu'au moins nous avons la production et les taux, si jamais ils baissaient, à ce moment-là, on dira c'est avec raison parce qu'au moins on sait que nous avons produit quelque chose, que nous allons vendre à l'extérieur, on va nous donner des devises et cela va faire en sorte que nous puissions stabiliser notre monnaie. Mais le gouvernement à partir du moment où les secteurs primaires posent problème dans notre pays, parce qu'il faut dire qu'en dehors du secteur minier qui reste jusqu'ici le pourvoyeur fiscal de notre pays, est en train de poser problème. À un certain moment, on parle de la chute des cours des matières premières. Oui, justement, il faut diversifier l'économie. Oui, il faut diversifier l'économie, les secteurs primaires, secteurs secondaires, pour faire en sorte qu'il y ait assez de débouchés et permettre éventuellement aux Congolais de pouvoir se trouver un emploi.
Mais qu'est-ce qui se passe de tout ça? Rien. Nous voyons qu'il y a baisse, on injecte des dollars, et lorsqu'on injecte des dollars comme ça, ces dollars viennent d'où? Je suis en train de me poser la question de savoir, avec ce que les gens sont en train de raconter, que Botolier signature, est-ce que Bruno Tshibala maîtrise véritablement pour le fait, le cause qui ont fait que les dollars puissent aujourd'hui arriver à 155? Et ça va prendre combien de temps? D'où est venu cet argent? Est-ce que nous avons produit pour qu'on arrive à ces taux que nous avons aujourd'hui? Ça va prendre combien de temps? La fois passée, on n'a pas payé. Il y a eu des ministres qui n'ont pas été payés dans ces pays-ci. Aujourd'hui, on va juste peut-être à 2 mois. Même des députés, oui, on ne les a pas payés. Est-ce que le fait de ne pas payer les gens, est-ce que c'est une solution pour éviter la surliquidité? La liquidité excédentaire là ne peut être qu'absorbée par la production. Si nous ne produisons pas, nous allons aller toujours des crises en crise et notre économie va continuer à languir. Merci. Comme d'habitude. Une réaction? Merci beaucoup, Adelin, pour l'opportunité. Mais vous avez 3 minutes. J'ai eu même du mal à tenir même les micros, d'entendre les balivernes. Rapidement, voilà 3 minutes. Qui commencent. Vous avez 3 minutes. Je me dis, nous sommes dans quel pays? Est-ce que vous voulez mettre, je reconnais moi, l'état de calamité, l'état de la misère. D'ailleurs, les Congolais, il faut peut-être chercher un autre vocabulaire qui va au-delà de la misère. Mais c'est pour autant qu'il faut imputer cela au primus inter pares, maître Bruno Tshibala. Quand Bruno Tshibala dit, la crise est derrière nous. S'il te plaît. Vous y croyez? Il est venu pour juguler la crise. Il a trouvé la situation intenable. Est-ce que pour autant il faut rester bras croisés? Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez, il a trouvé quoi? Il a trouvé le FMI qui avait suspendu son programme économique gouvernemental avec Kinshasa. Est-il resté bras croisés? Non. Le vertébré maître Bruno Tshibala a pris langue avec le Fonds monétaire international. Un premier ministre dans le pays comme le nôtre ici, qui prend un courage, quel courage inhabituel et isolé, dans la mesure où, s'il te plaît, Adelin, vous les avez donné tout l'état matériel et maintenant vous voulez m'abattre à l'aise. Je comprends votre stratégie. Vous ne voulez pas que la vérité soit dite à mon peuple. Oh, moi je suis là, l'homme du retour à la vérité. S'il y a mal, il faut condamner, s'il y a vérité, il faut le dire. Il a pris une décision courageuse que beaucoup de Congolais ne peuvent pas faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'un Premier ministre oblige aux sociétés minières, aux multinationales, de rapatrier le 40% de leurs recettes au Congo, c'est une mesure qu'il faut encourager. Vous savez combien de présidents du monde ont été investis par les multinationales? Où est le professeur Lissouba qui a investi, qui a financé, c'est Alpha Aquitaine. Et lorsqu'il y a un prémisse, au lieu de l'encourager, vous vous mettez à vous complaire dans les balivernes, dans le mensonge de l'homme de Fécodi. Ici, nous ne sommes pas au Fécodi. Écoutez, Adelin, les problèmes économiques. En politique, vous pouvez avoir un différend à 12 heures. Et à 13 heures, vous trouvez la solution. A contrario, les problèmes économiques, ce sont des problèmes qui cherchent d'abord du temps matériel. Lorsque vous demandez à quelqu'un qui n'a fait que 100 jours, vous lui demandez à régler tous les problèmes du Congo. J'entends encore quelque chose. Kadé est en train de m'imputer que moi, j'aurais dit sur un plateau hier que Matata, qui nous a amenés dans le gouffre, c'est Matata. Lorsque moi j'ai dénoncé les 42 millions de dollars qui ont été jetés dans les ravins pour la construction de l'immeuble soi-disant intelligent. Lorsque moi j'ai condamné pour par exemple, s'il te plaît madame, j'ai dit il m'a imputé des faits. D'ailleurs s'il n'était pas mon ami, je l'aurais intenté un procès. Mais je le pardonne. Parce qu'il me fait dire des choses que je n'ai pas dites. Hey, écoutez, moi j'ai condamné lorsque Matata est allé acheter des cercueils volants, lorsque le plus grand bâtiment aérien qui se trouve être Airbus A380 revient à plus ou moins 60 millions d'euros américains. Mais lorsque Matata va vous chercher un Airbus A320 à plus de 20 millions d'euros, moi j'ai condamné. Et par quel mécanisme, moi qui ai condamné Matata, j'arrive hier à applaudir Matata. Écoutez, je sais que
je peux lui demander, c'est commencer par demander pardon, retirer ces paroles-là pour que mon peuple, comme ils avaient l'habitude de mentir mon peuple. Il ne vous a pas cité. Il m'a dit que j'ai parlé de ça sur un plateau hier. Il a dit, sauf que vous n'avez pas compris. Écoutez, nous ne disons pas que non, revenons au bilan de Bruno Tshibala. Nous ne disons pas que non, la situation économico-sociale des Congolais va de mal en pire. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut rester bras croisés? Il lui fallu un premier ministre à la table de Maître Bruno Tshibala, qui est un grand procédurier, pour qu'il cherche des mécanismes comment juguler cette crise. Il y a un autre train de mesures de crise. Il a dit quoi? Il en a supprimé à la fois aux frontières. Il ne reste que 4 services. Parce que la multiplicité des services qui perçoivent les taxes fait en sorte que tout cela soit sur les charges des consommateurs. Il a pris ce sont des mesures. Il a demandé à ce qu'il reste confronté que 4 services. Il a dit qu'il faut relancer. C'est pas nouveau ça. Tous les ministres, tous les premiers ministres sont venus là. Et combien de ministres? Vous savez au Congo ici, Adelaide, la loi obligeant que les sociétés minières rapatrient 40% de leurs recettes. C'est une loi qui existe, non? Combien de premiers ministres ont été... Donc pour vous, c'est l'une des principales décisions prises par le gouvernement Tshibala? Ce n'est pas une... C'est une décision parmi tant d'autres. Il faut une fois aussi parler élection. Les 2 premières missions du gouvernement de Maître Bruno Tshibala, c'est l'élection. Est-ce que depuis que Maître Bruno Tshibala est là, avez-vous entendu un seul instant que la CENI a suspendu les opérations d'enrôlement? A contrario, on incite les gens à aller s'enrôler. Ceux-là qui continuent à chercher le respect de l'accord. Ceux-là qui n'aiment pas souvent aller aux élections. Écoutez, la CENI fait le travail. Nous sommes dans la dernière ère. Peut-être les événements que beaucoup ont soutenu sur des Kamouénan Sapo, qui aujourd'hui, maintenant, ont tourné parce que les choses ont tourné au vinaigre. Sur ce plateau, il y a des gens qui ont soutenu les Kamouénan Sapo. Mais aujourd'hui, parce que la situation a tourné autrement, ils commencent à regretter. C'est regrettable. Je reviens à Joël Cadet. Bon, ce ne sont pas par rapport aux relations, par rapport à la manière de gérer, comment avez-vous jugé la personnalité de Bruno Tshibala? Est-ce qu'il est resté tshisekédiste comme il Non, n'allons pas dans les abracadabras. Ce ne sont pas les abracadabras qui peuvent permettre à notre peuple, ceux qui nous suivent, d'entendre le bilan de M. Bruno Tshibala. Par rapport à ce que mon ami m'impute, j'ai dit que c'est lui qui a dit hier que si Bruno n'a pas su réussir, il y a un gouverneur de la Banque centrale qui refuse d'exécuter les décisions de la justice. Vrai ou faux? Vous l'avez dit dans une émission hier. Et vous avez aussi soutenu Bruno Tshibala en disant qu'il ne s'est pas aller au-delà parce que les finances, il y a Matata qui continue à gérer. Voilà ce que j'ai dit. Donc il dit que le système Matata... C'est tout ce qu'il a dit. Ce sont les abracadabras. Tellement il entre dans les abracadabras, il ne pouvait pas. Alors, je dis ceci. On juge un gouvernement sur base de faits, pas sur base de mesures. D'abord, une petite mise au point, je vais répondre à votre question. La décision que l'on impute à Bruno Tshibala de rapatrier les 40%, cela démontre l'ignorance des gens qui n'ont jamais géré et qui ne connaissent pas le texte qui régisse notre pays. Je vous dis, chers confrères, que ces dispositions-là se trouvent dans les codes miniers. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons les entreprises minières, nous avons d'un côté les entreprises minières qui évoluent jusqu'à ce jour sous le système des conventions, notamment Tenke Fungurume Mining. Vous n'allez pas demander à Tenke Fungurume Mining de rapatrier les 40% parce qu'il n'est pas soumis au code minier. Vous avez Rand Gold, Kibali Gold Mining, qui rapatrie plus de 60% de ses capitaux. Pourquoi? Et d'ailleurs, il les rapatrie ici, mais le gouvernement leur doit les plus-values, les surplus, les trop perçus de la TVA. Aujourd'hui, le gouvernement congolais doit à Kibali Gold Mining plus de 200 millions de dollars américains. Et il est dans l'incapacité de les remettre. On a mené même les négociations pour qu'ils se conviennent. Je crois que cette histoire, il faut arrêter, ça fait la honte. J'ai parlé avec quelques opérateurs miniers. Ils disent vraiment, votre ministre de l'économie là, il a déjà travaillé ou bien c'est quelqu'un qu'on a ramassé. Non, arrêtons ça.
Non, s'il vous plaît. Il a pris des décisions courageuses. Non, mais ce n'est pas courageux, c'est honteux. Ça veut dire qu'il n'a même pas lu les codes miniers, il ne connaît pas comment les choses se gèrent dans les entreprises minières. Alors, revenons aux faits. Par rapport aux deux principales missions de Bruno Tchibala, les élections doivent être organisées avant le 31 décembre 2017, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Est-ce que ces élections seront organisées? Non. La CENI l'a dit, la majorité présidentielle le dit, les communicateurs de la majorité présidentielle le disent à haute voix et la SADC vient de le dire. Nanga l'a déjà dit. Par rapport au social, à quel niveau nous pouvons nous estimer aujourd'hui que Bruno Tchibala a pris les taureaux par les cornes et que la situation de la ménagère s'est améliorée? C'est catastrophique. Allons sur le plan sécuritaire, c'est catastrophique. Bon, dites-moi alors, vous m'avez posé la question par rapport à sa propre gestion, est-ce qu'il est Tshisekedi? Non, Bruno Tchibala réclame l'héritage de Tshisekedi. Mais aujourd'hui, Tshisekedi est gardé en frigo en Belgique. C'est lui dont il se réclame l'héritage. Aujourd'hui, c'est Bruno Tchibala. Ça dépend pas seulement de lui, ça dépend de... S'il vous plaît, c'est lui le chef du gouvernement. C'est Bruno Tchibala aujourd'hui qui combat même la famille biologique de Tshisekedi. Moi, je suis fier de Félix-Antoine Tshisekedi. Je suis fier de Maman Marthe. Parce que la manière dont il voit les Basile Olongo, les Tchibala, s'acharner à détruire même la famille biologique des leaders maximaux, s'acharner à détruire même sa famille politique qui est l'UDPS en montant les stratagèmes diabolico-sataniques, démoniaques pour détruire la famille politique, il faut qu'ils soient eux, qu'ils aient un grand cœur pour supporter de telles personnes. C'est Tchibala qui est en train de détruire le tshisekidisme aujourd'hui. Je voudrais... Il prétend même vouloir rassembler tout l'UDPS. Non, cher frère, vous avez suivi Moubaké. Parce qu'aujourd'hui, avant la mort de Tshisekedi, il y avait trois courants au sein de l'UDPS, il faut le reconnaître. Il y avait Moubaké, il y avait le camp autour de Félix-Antoine Tshisekedi, il y avait le camp autour de lui-même Tchibala, qui a été auto-exclu avec ces gens et qu'il est allé pour servir des tricheries, des béquilles à la confiscation du pouvoir par la Kabylie en refusant d'organiser les élections. Tchibala aujourd'hui n'est qu'une béquille au régime de Kabila pour ne pas organiser les élections. Il a été désigné au terme de l'accord. Non mais et puis Tchibala ne pourra jamais vouloir dans ce pays qui est élection, mon cher. Vous connaissez combien de voix Tchibala a eu aux élections de 2011? Je ne voudrais pas. Non, mais c'est une raison parce qu'il sait. Cher ami, si au niveau de la circonscription de Mohamba, il ne peut avoir que 119 voix, combien en aura-t-il s'il peut se présenter à l'élection présidentielle? Quelqu'un comme ça qui peut en un jour améliorer, en 100 jours, améliorer sa situation personnelle, c'est normal. Il a un salaire d'un premier ministre, il a tout ceci. Mais je crois tout ce que je puis demander à Tchibala, qu'il appelle Adolphe Muzito. Papa, par humilité, dites-moi qu'est-ce que je puis faire. Vous avez publié les tribunes. Et ces tribunes circonscrivent la situation de notre pays, qui est un État en faillite, comme vous avez dit. Comment est-ce qu'il faut se battre pour élever le pays? L'humilité lui manque tout simplement, mon cher. Merci. Bruno, Adolphe Muzito a étalé un tableau qui a posé les problèmes et qui a proposé les pistes de solutions. Pourquoi on ne veut pas l'écouter? Pourquoi la Kabylie ne veut pas l'écouter? Pourtant, Adolphe Muzito, c'est aussi un kabiliste comme tout le monde. Merci, Joël Cadet. Divin Patrick a la parole. Alors, au cas où il n'y aurait pas élection, pensez-vous qu'il faudra exploiter la brèche offerte par l'accord de la Saint-Sylvestre pour réunir tout le monde et aller de l'avant? Merci beaucoup, Adelin, pour la question. Je voudrais d'abord commencer ici par dire ce que j'entends et ce que tout le monde est censé entendre du mot bilan. Le bilan, c'est un rapport. Le bilan, c'est un compte rendu. C'est-à-dire que vous assumez un certain nombre de responsabilités et par rapport à ces responsabilités précises, on vous pose la question précise de savoir, monsieur, qu'avez-vous fait par rapport à ce qui vous était demandé? Je m'étonne, je me réjouis et je m'étonne en même temps. Je me réjouis de ce qu'il y a sur ce plateau un porte-voix du gouvernement et je m'étonne en même temps de ce que ici, au lieu, alors que nous sommes en train de parler du bilan, qui est un rapport, nous avons dit ici qu'il s'agissait pour le gouvernement Tchibala de nous donner, 1, la sécurité, 2, le social,
3, les élections. Et que sur ce plateau, le porte-voix du gouvernement qui était censé peut-être nous dire, le gouvernement, vous allez m'excuser. Il n'y a que des journalistes. C'est des mots que j'utilise, oui, dans ce sens-là. Et donc, qui était censé nous dire que il y a ceci qui a été fait, ceci qui a été fait. Non, il vient nous parler des mesures. Mais ça ressemble à lorsqu'on se retrouve devant le Parlement pour présenter le programme. C'est des intentions. Des intentions, des mesures. Mais qu'en est-il de l'applicabilité de ces mesures? Qu'en est-il des effets de ces mesures? Parce que vous prenez des mesures, mais la population attend. La population attend. Qu'est-ce que la population a jusqu'à ce jour déjà goûté par rapport aux mesures prises? Non, je ne veux pas que nous puissions continuer à nous distraire parce que les mesures dans ce pays, écoutez, on en a pris suffisamment. S'il ne s'agissait que des mesures dans notre pays, on aurait déjà atteint le niveau de la France, le niveau de tout ça. Allez-y voir tout ce qu'il y a dans ce qui a été fait comme travaux au niveau de la CNS, tout ça, au niveau des objectifs 80 avec le feu président Mobutu. Il y avait toutes les meilleures intentions du monde pour faire de ce pays un paradis. Mais au jour d'aujourd'hui, en est-on au niveau d'un paradis ou nous en sommes au niveau de l'enfer? Je ne réponds pas à la question, je laisse tout le monde répondre librement. Donc, je viens maintenant La question par rapport à l'accord. Oui, par rapport à l'accord, vous me posez la question de savoir s'il n'y a pas élection. Mais l'accord a laissé une brèche. L'accord a laissé une brèche. Quelle est cette brèche? Parce que moi, je m'en tiens au texte. Je ne vais pas aller dans des discours alarmistes, je ne vais pas aller dans des choses. Non, je m'en tiens au texte. J'ai parlé de la Constitution qui est en souffrance. Maintenant, au-delà de la Constitution, nous avons l'accord. L'accord a laissé une brèche. Je me suis seulement étonné, moi, de ce que la CENI n'a pas attendu exploiter la brèche laissée par l'accord, qui dit qu'en cas d'impossibilité d'organiser les élections à date échue, il y aura une tripartite CENI, gouvernement et CENSA, qui va délibérer et nous dire, au regard de la situation, de la manière dont elle se présente, quand est-ce que les élections peuvent être organisées. C'est ça. Si on recourait à cela et qu'aujourd'hui, par exemple, à l'issue de cette tripartite, il y a un avis qui est émis et qui nous donne des explications par rapport à la manière dont on entend organiser les élections, je crois que les cœurs peuvent être apaisés. Mais lorsque on n'attend pas la tripartite, Adelin, les communicateurs de la majorité présidentielle, ils n'attendent pas la tripartite. Tous ces gens-là qui parlent, je ne sais pas au nom de quoi, il y en a même qui n'ont même pas de mandat pour parler au nom de la population, mais qui prétendent d'une manière ou d'une autre parler au nom de cette population et qui disent haut et fort, qui présentent à la population haut et fort l'impossibilité de l'organisation des élections telles que le veut et le souhaite l'accord qui est le fruit du consensus obtenu par toute la classe politique, du moins la représentation de la classe politique. Et donc, c'est là qui choque un peu. C'est ça qui choque. Donc, si aujourd'hui les gens faisaient un pas en arrière pour exploiter la piste laissée par l'accord, je crois que ça ne sera que de bon droit pour que nous puissions voir dans quelle direction on va aller avec cette problématique de l'organisation des élections. La tripartite, on l'attend de pied ferme? Oui, avant de parler de la tripartite, oui, je vais en venir. J'aimerais revenir sur ce que Nico Fall venait de dire tout à l'heure. Il avait lâché quelque chose là, comme pour dire que il fallait que... il a parlé du secteur minier, de la rétrocession là, secteur minier, et de la lutte contre la fraude. J'aimerais placer un mot pour dire que ça, ce sont des solutions qui sont en fait des solutions temporelles. Des solutions temporaires. Ici, il y a besoin d'asseoir les bases structurelles. Parce qu'avec une trésorerie dont il est malaisé déchiffrer l'importance, on a besoin d'asseoir des bases structurelles. On peut prendre bel et bien des solutions. On avait quelque chose qu'on appelait à un certain moment le programme national du Fonds des microfinances. Où est ce programme national du Fonds des microfinances? Je pense que ça fait partie des solutions qui peuvent faire en sorte que nous puissions en fait booster notre économie. Okay. Mais on ne fait pas plus attention à ça. Tout ce qui devra être fait sur le plan économique doit impacter positivement sur le biens et services, les prix des biens et services, donc, pour permettre à la population de pouvoir avoir ça facilement. On revient au processus électoral. La tripartite, pour moi, c'est une énigme.
La tripartite est une énigme dans ces pays. On parle souvent de la tripartite au niveau de la CENI, mais jamais on a appliqué véritablement ces tripartites. C'est que le CNSA soit mis en place, maintenant que le CNSA est mis en place, on devrait avoir cette réunion. Ce que nous voyons, ce sont des dialogues, par exemple. Dialogues où on met les protagonistes du processus électoral sur une même table pour qu'ils arrivent à avoir une convergence des vues. C'est ce qui se passe. Et on est en train de parler à un certain moment aussi d'un éventuel troisième dialogue qui s'impose au demeurant. Donc je pense qu'il faut faire attention à cela. Et je pense que c'est pourquoi même le président de la CENI est en train de faire attention quand il parle. Il parle des forces politiques en présence. Il n'insiste pas sur le fait que non, il faut qu'il y ait une tripartite. Non, il évite ça. On attend le parce CNSA. Qu'il sait ce qui va se passer. Le CNSA et le gouvernement et la CENI doivent se rencontrer pour faire une évaluation. Éventuellement. Par rapport à l'évaluation. Parce que vous parlez du CNSA, vous savez dans quelles conditions le CNSA a été mis en place. Je pense que ce CNSA-là ne rassure pas. Donc vous n'y croyez guère? En tout cas, je n'y crois pas parce que la crise, elle est indemne, elle est là. Il y a une espèce de statu quo parce que vous avez suivi les rassemblements limités. Continuez toujours à considérer jusqu'à présent que l'accord n'a pas encore été appliqué. Comme pour dire que c'est comme si nous ne sommes même pas dans la transition. On se pose des questions, où est-ce que nous en sommes? Parce qu'il y a même un problème, je vous l'ai dit même dans les couloirs, on était avec vous, nous avons parlé, j'espère que ça va aider aussi nos téléspectateurs. Au niveau de la majorité présidentielle, on considère que nous sommes dans une espèce de gestion consensuelle. C'est comme si on est en train de poursuivre c'est la gouvernance normale du président Joseph Kabila avec l'article conformément 70. À l'arrêt. Oui, conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est comme si nous sommes dans cette situation-là. Pour eux, c'est comme si même la transition, à proprement parler, n'a pas encore commencé. Et on n'en parle même pas. Et au niveau même de l'opposition aussi, vous voyez Félix Tshisekedi dire ils sont prêts pour qu'il y ait une transition sans Kabila. Donc ça veut dire que la transition n'a pas encore commencé. La transition à proprement parler n'a pas encore commencé. Pour le vous voyez que limité. Nous sommes pour les rassemblements limités et pour les rassemblements maintenant Kasavubu. Et ils sont en plein dans une transition. En plein dans une transition parce qu'il y a Bruno Tshibala qui est là conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous avons le CNSA qui est déjà en place et tout ça. Vous voyez qu'il y a une sorte de cacophonie. Il y a vraiment une vision assez, je ne sais pas si je peux dire une définition ex-négative de la transition, selon qu'on ait de telle ou telle autre tendance politique. Peut-on véritablement appliquer l'accord sans le rassemblement limité aujourd'hui? N'est-ce pas une perte de temps? Il faudra absolument impliquer le rassemblement limité quand on sait tous qu'il représente au niveau de la population. Adelin, je ne sais pas, vous voulez que je vous parle en quelle langue? Je reviens toujours sur ça. La classe politique congolaise ne veut pas des élections. Majorité tout comme véreuse et accommodante opposition. Ni même Bruno Tshibala et son gouvernement. S'il te plaît. Je me répète, la répétition étant la mère de science. La classe politique ne veut pas des élections. Que ce soit majorité, que ce soit accommodante opposition. Mais cette accommodante opposition commet le péché de chercher à se mettre sur un même pied avec la majorité, oubliant que c'est la majorité qui gère. Au moment où nous tenons ces propos, donc vous êtes d'accord avec ceux qui disent que Bruno Tshibala n'est qu'une étiquette, vu que c'est la majorité. Je ne suis pas encore là, je vais répondre. J'ai tout un argumentaire là-dessus. Nous tous qui sommes sur ce plateau, que ce soit Kadé, que ce soit vous, c'est la majorité qui gère. Même ceux-là qui vous disent là, les jours qu'ils ne reconnaissent pas ça, mais ce qu'ils font, ce qu'ils posent comme acte, lorsqu'ils ont besoin de documents, lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ils vont payer auprès des services des candidats. C'est l'administration. Écoutez, l'administration. C'est le service public. Oui, écoutez, s'il te plaît. Ça n'a pas de couleur. Mais qu'est-ce qui est marrant? Comment voulez-vous? Nous sommes le 22 août. Les gens continuent à parler respect de l'accord. Pensez-vous que ces gens-là font des élections? Adelin, faites des analyses profondes. Ne soyez pas superficiels. Faites des analyses. Nous sommes le 22 août 2017.
Mais il y a des gens qui continuent à parler respect de l'accord. Posez-leur la question. Qu'est-ce qu'ils entendent par respect de l'accord? Ah, mais c'est noté. Et c'est quand même un respect de l'accord. Qu'ils vous disent à quel niveau l'accord n'a pas été respecté. Qu'ils vous disent en fait. La désignation du Premier ministre. Écoutez, mais bon, admettons maintenant. Voilà comment cela roule pour Kabila, pour la majorité. Si aujourd'hui, dans le stratagème de la majorité, parce que ce qui est normal et logique, en politique, on ne peut pas accepter de céder le pouvoir. Mais si la majorité, un jour, arrivait encore à exploiter leur prétexte, que bon, arrivé par exemple au mois de septembre, octobre, novembre, bon, Maître Bruno Tshibala, mettez-vous de côté, alors vous rassemblez pour la primature. Qui restera président de la République? Qui restera président de la République? C'est pour vous dire quoi? L'Imete n'a jamais voulu des élections dans ce pays. Depuis Mobutu, y a-t-il eu combien d'accords entre Limete et Mobutu? S'il te plaît, moi je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Je suis témoin oculaire. J'ai vécu. Je connais comment les bouffonneries de Limete avec Mobutu. À chaque fois que Mobutu était acquis, Limete nous amène toujours des prétextes. Et de la CNS jusqu'à ce que Mobutu était parti en 1997, y a-t-il eu combien d'accords? Et lesquels a profité à Limete? Citez-moi cet accord du 24 avril 1990 au 17 mai 1997, un accord qui a profité à Limete. Tous les accords signés durant cette période ont profité à la mouvance présidentielle de l'époque. De même, voilà les mêmes scénarios se répètent. Les mêmes scénarios se répètent. Nous ne sommes plus dans le mandat. Mais on continue à vous parler respect de l'accord. Nous aurons une transition de 6 mois sans Kabila. S'il vous plaît, Adelin, réfléchissons. Posez la question à celui qui vous dit 6 mois sans Kabila. Comment cela va se faire? Comment ça va se faire? Écoutez, s'il te plaît, dans mes minutes, on a parlé encore de la situation. Écoutez, citez-moi, il y a Paris, il y a Madrid, il y a Washington. Vous avez vu ce qui s'est passé avant-hier en Espagne? La situation sécuritaire, les modes opératoires des terroristes, il est insaisissable. Même Washington, l'hyperpuissance au monde. Et c'est une situation qui échappe. Mais c'est pour autant dire que non, il y a, le gouvernement... Écoutez, c'est un gouvernement de Sanguissa. Il y a des brebis galeuses. Mais néanmoins, tous, on dit que non, Maître Bruno Tshibala n'a pas effectué le déplacement. Écoutez, le ministre des Affaires intérieures représente qui? Qui est son chef direct? Merci Nico Faye. Nous passons au deuxième et dernier sujet de cette émission. Il s'agit de la 37e réunion de la SADC tenue à Pretoria et à l'issue de laquelle la SADC a estimé qu'il était irréaliste d'organiser les élections en RDC. Elle a même envoyé, en tout cas désigné un envoyé spécial pour la RDC afin de faire le suivi de l'accord. Elle estime donc qu'il ne peut pas y avoir élection parce qu'il y a encore beaucoup de défis à relever, notamment techniques, financiers, juridiques et autres. Comment avez-vous reçu cette décision de la SADC? J'en ai échangé hier soir avec Maître Séraphin Oumba. Il nous reste 5 minutes. La SADC, moi je ne vois pas pourquoi la population congolaise s'agite par rapport à ça, parce que la SADC ne peut... Où est-ce que la SADC trouve son intérêt? Est-ce que ça brûle en République démocratique du Congo? Quand ça brûle en République démocratique du Congo, vous vous rappellerez que dans ce pays, nous avons eu d'un côté 4 armées qui ont combattu contre 5 autres armées dans ce même pays. La population congolaise a été tuée, Kisangani et consorts. Ce n'est pas à Kalo Mobutu Amungu qui va me contredire. Et la SADC n'a intérêt que ça brûle. Et face à un gouvernement qui est en train d'organiser la guerre à l'intérieur de son propre territoire, je dois vous dire une autre chose, chers confrères. Nous sommes le seul pays au monde où nous avons plus de 4 millions de Congolais qui sont réfugiés sur leur propre sol. Donc, ils ne sont pas dans leur propre maison, ils sont en train de errer, ils sont déplacés. C'est dans ce pays-là que nous nous trouvons. Nous sommes dans un pays où les autres nations réfléchissent comment organiser les guerres en dehors de leurs frontières pour garder l'hégémonie, mais nous sommes le seul pays où le gouvernement organise la guerre à l'intérieur. Donc pour vous, la décision de la SADC ne vous surprend guère? Non, ça ne me surprend pas parce que la SADC tient à ce qu'il y ait guerre. Aujourd'hui, le pétrole du littoral de l'océan Atlantique est géré par qui? Par l'Angola. C'est l'Angola qui en tire profit. Aujourd'hui, le pétrole du lac Albert. Aujourd'hui, les gaz du lac Kivu, le gaz méthane.
qui exploite? C'est la République c'est le Rwanda qui est en train de gérer. Aujourd'hui, j'ai appris d'ailleurs dans une information sur la chaîne ougandaise que ça sera l'Ouganda qui va commencer à fournir à la République démocratique du Congo l'énergie électrique. C'est le Rwanda qui va alimenter les Goma. Ça fait partie des interconnexions entre pays s'il vous frontaliers. plaît, ça se trouve sur quel sol? Et aujourd'hui, la SADC ne voudra jamais qu'il y ait stabilité, qu'il y ait paix en République démocratique du Congo. Je vous dis en connaissance des causes, c'est de par ma formation, je n'ai pas besoin d'en faire la publicité ici. Je vous donne moi le fait. Aujourd'hui, le pétrole de l'Angola est exploité par le pétrole du littoral dans le littoral atlantique. Dans la mer congolaise est exploité par l'Angola. Le gaz méthane dans le lac Kivu est exploité par... Non, c'est justement pour vous dire, je voudrais conclure, laissez-moi chuter calmement pour vous dire ceci, qu'aujourd'hui, la SADC a intérêt que ça brûle parce qu'il y aura une autre Sengamine que le Zimbabwe viendra prendre le diamant et aller exploiter là-bas. Donc, c'est grâce ou c'est par la guerre en République démocratique du Congo que la Zambie va se retrouver. L'Afrique du Sud va vendre les armes au Rwanda. Vous vous rappellerez que c'est l'Afrique du Sud qui vendait les armes au Rwanda. Et s'il n'y a plus de guerre, s'il n'y a plus de conflit en République démocratique du Congo, donc on accompagne la Kabylie qui a confisqué le pouvoir en refusant d'organiser les élections. Adelin, il s'agit ici de la République démocratique du Congo. Moi, j'attends après... cette résolution de la SADC, j'attends voir les gens parler de l'ingérence dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Oui, nous faisons partie de la République de la SADC, mais ceux qui parlent aussi ailleurs, nous faisons partie de la communauté internationale. Nous ne sommes pas seulement dans la SADC, nous sommes en Afrique, nous sommes dans le monde, nous faisons partie de la communauté internationale. C'est en vertu de cela, c'est en vertu des principes du droit international que d'autres organismes et d'autres institutions au monde élèvent la voix pour dire pas ceci au Congo, pas cela. J'attends voir les gens dire que la SADC ne s'ingère pas dans les affaires intérieures. Merci. Cela ne viendra tout simplement pas. Pour dire quoi? Pour dire que les gens qui meurent ici, les gens qui souffrent ici, les gens qui réclament ici, ce sont des Congolais. Ils ne sont ni Sud-Africains, ni Zimbabwéens, ni tous ces gens-là. Ils font partie d'une communauté. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Des actions communes. Tout à fait. Et que l'on nous dise qu'il y a encore des défis à relever. Et cela insinue que les gens ont besoin du temps supplémentaire. Non, je ne vois pas quelqu'un faire en peut-être combien de temps faudra-t-il donner? 2 ans? Je ne vois pas quelqu'un faire en 2 ans ce qu'il n'a pas fait en 10 ans, ce qu'il n'a pas fait en 5 ans. Merci Divin Patrick. Freddy Mwamba, que pensez-vous de cette résolution de la SADC qui dit que les élections sont irréalistes, en tout cas à tenir d'ici décembre 2017? Moi, je pense que si la SADC a des valeurs cardinales à pouvoir préserver, qu'elle puisse faire en sorte que ces valeurs cardinales soient préservées. Donc, je suis en train de plaider pour ça. Et je me pose la question de savoir, est-ce que l'envoyé spécial, là, bon, la démarche de l'envoyé spécial en République démocratique, n'était-ce pas une politique déjà tâtée ici? N'était-ce pas une démarche déjà appliquée peut-être dans les temps, parce que nous avions Edem Kodjo qui est arrivé même ici dans le cadre de l'organisation régionale, l'organisation continentale, l'Union africaine qui est venue ici, qui a subi une branlée et qui est partie. Est-ce que c'est la SADC qui va résoudre la crise que nous avons actuellement dans notre pays à travers son envoyé spécial? En tout cas, ce sont des questions que je suis en train de me poser. Nico Faye, vous concluez rapidement. Adelin. Nul n'est prophète chez soi. Tout ce que tous ces gens-là vous disent, je suis le seul Congolais qui suis resté constant. Même les gens aujourd'hui qu'on a roulé aujourd'hui. Un peu de modestie, Nico Faye. Parce que les gens aujourd'hui se sont rendus compte après. Ils ont menti mon peuple ici. Nous devons aller au dialogue pour ceci, pour cela. Par rapport à la résolution de la SADC. Je reviens. En une phrase. Écoutez. La réalisation de signe qu'on est arrivé à lorsque de notre émission. Vous allez dans une histoire dont vous ne connaissez même pas les tenants et les aboutissants, lorsqu'on réclamait les dialogues à tout haut là, on s'attendait à quoi?
pensez-vous que la majorité était naïve, qu'elle allait vous faire des cadeaux? Et on vous a roulé. Il faut reconnaître. Commencez par demander pardon à mon peuple pour lequel vous avez fait tuer inutilement. C'est que la majorité n'a pas eu le 15 janvier 2015. Parce qu'on a fait tuer mon peuple. Le peuple était sorti ici le 15 janvier 2015. Le peuple a refusé pour qu'on touche la loi électorale. Estimant que si on conditionnait la tenue des élections par le recensement, on aurait le glissement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le glissement. Facilité par qui? Lorsqu'il y a eu votre accord du centre de justice, vous brandissez tous les mots ici. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? On vous a roulé. Et pensez-vous que non, la majorité était là, allez vous faire des cadeaux? Et aujourd'hui, parce que vous vous référez plus à votre accord. Est-ce que si par hasard par rapport à la SADC, écoutez, c'est en rapport avec la SADC, parce que la SADC va, vous verrez, la position de la SADC va rallier celle de la tripartite congolaise. Elle ne va pas aller à l'encontre. Parce que ne vous trompez pas que la tripartite va vous dire que non, les élections vont se tenir en 2017. Non, n'attendez pas voir cela. Mais pourquoi vous, les Congolais, vous avez les tellement vos habitudes, lorsqu'il y a un tribun que Dieu vous a donné, il vous pose des situations, et puis vous ne voulez pas accepter. Mettez-vous en tête que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'était une situation entretenue. Merci. Écoutez, s'il te plaît, j'ai fini. C'est une situation entretenue par votre véreuse opposition, parce que moi, je ne voyais pas par quel mécanisme cela pouvait se réaliser. Et aujourd'hui, c'est la fin de la majorité. Si, par exemple, aujourd'hui même, la tripartite se réunissait, accordait encore une prolongation, vous allez bandir quelque chose, parce que l'accord cela sera conforme à l'accord. Et cela aussi, parce que, d'ailleurs, on en parle de moins en moins de la Constitution. On parle de l'accord entre la Constitution et votre accord là. Quel est le texte super? Mais il y a déjà eu le coup d'État. Le coup d'État a été réalisé déjà depuis le 19 décembre. Nous sommes venus dans la Constitution d'Akwa. Il a été organisé un coup d'État constitutionnel. Dans l'accord, non? Non, on n'est pas. Mais l'accord. Si ça, c'est la Constitution. Non, l'accord n'est même pas appliqué. Non, il sera appliqué. Non, cher ami, il sera appliqué. Qui a été organisé.